Mais d'abord, le match retour Macron-Le Pen, 5 ans après. Les temps forts, les phrases à retenir avec Flora Sauvage. Pendant près de 3 heures, ce sont deux visions de la France qui se sont affrontées mercredi soir. Le président sortant a commencé en attaquant sa rivale sur sa promesse d'augmenter de 10% les salaires si elle est élue. Vous n'allez pas faire les salaires, Madame Le Pen. Et vous ne ferez pas non plus les primes, monsieur? Non, mais d'ailleurs, je ne le dis pas. Voilà. Je dis, j'enlève les charges du côté employeur, j'enlève les impôts. Mais vous essayez de faire croire que vous allez augmenter les salaires de 10% et que ce sera récurrent. Je dis juste non. C'est pas vrai. Il y a des employeurs qui le feront, d'autres non. Sur l'environnement, Marine Le Pen critique Emmanuel Macron sur sa vision d'une écologie punitive. Celui-ci dénonce le programme de Marine Le Pen, qui veut selon lui subventionner les hydrocarbures. Vous êtes climato-sceptique. Je suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. Sur le voile, Marine Le Pen passe à l'offensive en rappelant l'une de ses promesses phares. Il faut faire reculer les islamistes et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile dans l'espace public. La laïcité, ça n'est pas combattre une religion. Et donc avec moi, il n'y aura pas l'interdiction ni du foulard, ni de la kippa, ni de quelques signes religieux dans l'espace public. Mais c'est sur la politique internationale que les deux rivaux se sont écharpés, avec la charge d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen sur ses liens avec Vladimir Poutine. Vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Devant ces accusations, Marine Le Pen réplique qu'elle est une femme libre. Si le président candidat s'est montré à l'offensive, la candidate du RN a défendu ses positions lors de ce débat qui a été suivi par 15,5 millions de téléspectateurs, la pire audience de l'histoire lors d'un débat télévisé de l'entre-deux tours. Et c'est évidemment l'une des leçons que l'on va analyser avec mes invités. Catherine Tricot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Catherine, vous êtes directrice de la revue Regard. Votre dernier numéro consacré à la une, Jean-Luc Mélenchon, la gauche, c'est lui. Frédéric Pottier, bonsoir, vous êtes essayiste, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et vous publiez Pierre Mennès France, La foi démocratique, c'est aux éditions Bouquin. J'accueille également Pierre Latry, bonsoir, bienvenue, chef de groupe chez Ipsos, notre partenaire des soirées électorales. Et on se retrouvera donc dimanche, puisque nous avons une soirée spéciale LCP Public Sénat à partir de 19h30. Soyez là. Laetitia Krupa, bonsoir Laetitia. Bonsoir Thomas. Éditorialiste politique, heureux de vous retrouver. Bon, Catherine Tricot, vous y échappez pas, la question rituelle, qui a gagné hier soir? Chacun a conforté son camp, à mon avis. Et ceux qui veulent aller voter Emmanuel Macron sans conviction ont évité de l'écouter. À mon avis, ça explique une partie de cette faible audience. Moi, autour de moi, et j'ai beaucoup entendu sur les réseaux, si on veut voter Macron, il faut mieux ne pas l'écouter. Donc, je pense que chacun a conforté son image, elle, d'une candidate proche des préoccupations populaires et une façon de s'exprimer assez simple et efficace. Tandis que lui, il a plutôt conforté l'idée d'une candidature plutôt contemporaine, pro-européenne, liée aux transformations de la société d'aujourd'hui avec le métissage, l'économie numérique, etc., l'écologie. Donc, je pense que chacun a développé son... Je ne pense pas que ça ait fait bouger les lignes. On verra les sondages quand ils vont tomber, mais moi je dirais que c'est balle au centre. Alors moi, la réflexion que je me fais, c'est presque un débat à front renversé d'une certaine façon, au-delà du jeu de mots. Un Emmanuel Macron plus offensif, attaquant Marine Le Pen sur son bilan de député, alors qu'on attendait une Marine Le Pen attaquant Emmanuel Macron sur son bilan à l'Élysée, et puis une candidate RN donnant cette image apaisée qu'elle essaye d'imposer depuis des mois. On était évidemment très loin de l'agressivité de 2017. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Frédéric Pottier, un débat à front renversé? Oui, on a vu un président de la République, candidat Emmanuel Macron, très offensif, et on a vu une Marine Le Pen essayant de camper une posture présidentielle, crédible, pour contraster avec le débat d'il y a 5 ans. Je pense qu'effectivement, chaque électorat aura vu dans chacun des candidats, dans chacune des prestations, des raisons de voter ou pas. Moi, j'ai l'impression quand même que le président de la République a bien défendu son bilan, tandis que Marine Le Pen a mal défendu son programme. Et je crois que sur toute la première partie, sur l'économie, on a vu un président qui attaquait beaucoup et une candidate du Rassemblement national qui était beaucoup sur la défensive et qui avait du mal quand même à aller au bout de ses raisonnements. On a beaucoup parlé d'arrogance avant. Ça fait partie des arguments donnés par les soutiens de Marine Le Pen après. Est-ce que vous l'avez trouvé arrogant, Laetitia Krupa? Je l'ai trouvé
Professoral. Alors, est-ce qu'un professeur est forcément arrogant? Ça, c'est voilà, chacun jugera. Je l'ai trouvé, oui. C'est-à-dire que si on analyse uniquement la posture et le positionnement, c'est vrai qu'il était, c'est vraiment stylistiquement, il était un poil au-dessus, quoi. Toujours cette posture un peu jupitérienne, à lui faire la leçon, à l'attaquer pour éviter, me semble-t-il, d'avoir justement à faire son bilan. Moi, il me semble qu'il n'a fait absolument aucun bilan de son quinquennat et qu'il a évité toutes les flèches qu'elle pouvait lui envoyer et qui étaient nombreuses. Elles sont nombreuses, les flèches qu'on peut envoyer à Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, oui, comme il a tout de suite pris le lead sur l'attaque, et je trouve, oui, que dans la posture, il était un peu dans le mépris, oui. Alors, les Français ont-ils trouvé Emmanuel Macron plus convaincant ou Marine Le Pen? On a un sondage qui nous éclaire, réalisé par l'Institut ELAB pour BFM TV. 59% des personnes interrogées ont trouvé Emmanuel Macron, le président sortant, plus convaincant pour 39% à Marine Le Pen. Pierre Latry, je sais que vous allez avoir des résultats, mais vous ne pouvez pas encore nous les donner. Vous avez, vous aussi, sondé les Français à l'issue de ce débat. Est-ce que ce débat peut, même un petit peu à la marge, avoir fait bouger les lignes? Il peut faire bouger les lignes un petit peu à la marge, effectivement, mais je ne pense pas qu'il aura une influence énorme, finalement, sur les intentions de vote. Comme on l'a dit, ils ont été tous les deux un petit peu dans leur rôle respectif. Ouais. Marine Le Pen s'est affichée comme une candidate proche des gens, Emmanuel Macron comme un candidat sérieux avec les épaules de président, qui maîtrise très bien ses dossiers. Ça a été un débat très technocratique. Donc, comme ils sont restés un petit peu tous les deux dans leur rôle, je ne pense pas que ça aura une énorme influence. Mais ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron, étant le favori qui était en avance dans les intentions de vote, si le débat n'a pas beaucoup d'impact sur les intentions de vote, c'est plutôt en sa faveur. Oui, mais c'est ce que je vais vous dire, Catherine Tricot. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite erreur stratégique de Marine Le Pen? On a bien compris sa cohérence, sa logique de normalisation, mais il fallait aussi qu'elle prenne peut-être un peu plus de risques ou qu'elle soit plus offensive pour rattraper le retard que les sondages lui promettent. Soyons prudents comme toujours. Oui, mais je pense que quand même le plus gros retard qu'elle avait, c'était sa banalisation. Là, elle est rentrée dans le rang des hommes et des femmes politiques comme les autres. Et je pense que de ce point de vue, hier, c'est un gros succès pour elle, parce qu'elle a semblé à l'égal. Ouais. On peut discuter qui a gagné peu ou prou, mais voilà, elle est potentiellement comme... Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a traité de cette manière. C'est-à-dire que vous avez raison de dire qu'il était un peu professoral, mais jamais, par exemple, il lui a dit « vous êtes d'extrême droite ». Madame Le Pen, vous avez raison, etc. Enfin bon, c'était... moi, je pense qu'elle est rentrée dans le c'est marrant, dans l'égalité. Cette qualification d'extrême droite qui est factuellement correcte de Marine Le Pen. Pascal Perrineau disait le contraire hier soir sur notre antenne. D'accord, bon bah écoutez, moi il y a débat. Alors je voudrais avoir Pascal Perrineau en face de moi parce que je peux vous le démontrer point par point. C'est un programme et une candidature et un héritage d'extrême droite. Donc en tout point, elle est d'extrême droite. Et c'est drôle comme cette critique devient même entre nous, passe finalement dans le débat public. C'est juste une qualification, c'est pas une critique de dire vous êtes d'extrême droite. Finalement, c'est toute l'offensive rhétorique de Marine Le Pen, voilà, qui depuis 15 ans nous dit à chaque fois quand vous dites d'extrême droite, vous m'insultez. Ah bon? Non, c'est un positionnement politique et maintenant il est inscrit même dans nos débats. C'est un peu effrayant. Mais alors, on parlait de la banalisation. Moi, je trouve qu'il y a un moment, et je suis sûr que vous allez me suivre en régie, un moment du débat qui peut sembler anecdotique, mais qui, d'une certaine façon, prouve cette banalisation. C'est ce moment où la tension a laissé la place à quelques discrets sourires. Regardez. On est beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel. Je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas. Moi, j'ai peur que ça se voit beaucoup, Madame. Voilà, c'était un moment un peu particulier. Non, ça, vous êtes moi, j'ai trouvé ça assez ambigu. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai souffert pendant 5 ans, j'ai porté la nation, donc moi, ça se voit sur moi. Vous, en 5 ans, ça n'a pas laissé beaucoup... Enfin, le temps n'a pas laissé beaucoup de traces. Il y a un côté à la fois galant... Vous l'avez analysé comme ça. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de sympathie entre les deux qu'on ne supposait pas possible dans un débat comme celui-là, surtout à l'aune de ce qui s'était passé il y a 5 ans. J'entends bien qu'il y a ce premier côté apparent, et puis il y a un deuxième côté qui est quand même moins sympathique que ça n'en avait. Alors on pourrait parler d'une mitridatisation de l'opinion, Pierre Latry, sur cette idée d'extrême droite. On finit par trouver ça, Marine Le Pen au second tour pour la 2e fois consécutive, un débat où elle fait
plus ou moins jeu égal, en tout cas, voilà, elle est présente et c'est pas catastrophique. Au fur et à mesure, on s'habitue à voir son parti et la famille Le Pen au second tour d'une élection présidentielle en France. Oui, ça peut paraître assez étonnant si on regarde un petit peu en arrière. En 2002, il n'y avait pas eu de débat. Il y avait eu un refus de débattre. En 2017, le débat avait quand même été beaucoup plus agressif. Là, moi, j'ai trouvé ça très courtois au final. Et on a vraiment le sentiment maintenant qu'il y a effectivement une tripartisation qui s'installe et que le RN et le bloc, on va dire, autour du RN est en train de devenir finalement quelque chose d'assez normal dans la vie politique. Et ça ne suscite plus forcément les réactions que ça suscitait en 2002. C'était il y a seulement 20 ans. Hein, donc voilà, où il y avait vraiment une opposition très forte. Frédéric Potier, est-ce que ce débat apaisé, c'était le cas hier, hein, vous y voyez aussi un progrès d'une certaine façon, si on compare celui-ci et celui d'il y a 5 ans? Alors moi j'y vois un progrès par rapport à il y a 5 ans, mais j'y vois aussi un progrès par rapport au début de la campagne. On a quand même commencé une campagne présidentielle avec Éric Zemmour en septembre, qui toutes les semaines, tous les 3 jours, sortait des énormités sur Pétain, sur les enfants handicapés, sur je ne sais quoi encore. Et donc le fait de pouvoir montrer qu'au fond la démocratie, c'est pas la guerre civile, moi je trouve ça effectivement très positif. N'empêche, il y a eu quand même un duel à fleuret-moucheté. C'est-à-dire qu'il y a eu un exercice d'humanisation chez l'un et chez l'autre, et il y a eu des échanges aussi très vifs, et courtois effectivement, mais francs et j'allais presque dire virils, sur la Russie, sur la laïcité, sur les questions juridiques, sur l'Europe. Je crois que les deux personnalités ne se sont pas fait de cadeaux. Mais juste pour ajouter, Emmanuel Macron a participé à cette normalisation de l'extrême droite. Hein, depuis le début de son quinquennat. Il parle à valeur actuelle, il téléphone à Éric Zemmour quand il se fait agresser dans la rue. Emmanuel Macron joue un jeu dangereux depuis le début de son arrivée. Pardon, mais quand l'extrême droite est au second tour d'une présidentielle, il ne peut pas, le président élu, faire comme si il n'y avait pas tant de Français qui avaient voté pour Marine Le Pen. C'est aussi à ces Français-là qui s'adressent. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas X millions de Français qui votaient pour le Rassemblement national. Depuis le début, il veut ce duel. Il y a de la stratégie aussi, évidemment. C'est la stratégie politique. Il voulait ce duel avec Marine Le Pen. Mais il faut s'adresser à cet électorat. Il ne peut pas faire comme si c'était un électorat soit qu'on gomme, soit qu'on prend avec des pincettes. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui est sûr en plus, c'est sans vouloir revenir toujours à 2002, à l'époque, l'extrême droite pesait 20%. Là, on est plutôt, si on cumule Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour, Marine Le Pen, autour d'un tiers des électeurs. Donc c'est un point maintenant qui est évidemment trop important. Ils ont juste oublié que ceux qu'il fallait séduire hier soir, c'était le public de gauche. Hein. On va y revenir, ça. Oui. L'électorat mélanchoniste, on va évidemment y revenir. Je voudrais parler un peu de la forme de ce débat. Je rappelle l'audience, 15 600 000 téléspectateurs, c'est près d'1 million de moins qu'il y a 5 ans. C'était déjà le plus mauvais score il y a 5 ans, et donc c'est le pire score de l'histoire des débats présidentiels. Et vous posez la question, Laetitia, d'un changement de format. C'est quoi votre proposition ? Écoutez, quand je regarde le débat d'hier, je me dis qu'on s'est vraiment américanisé, mais tous, c'est-à-dire pas uniquement la France, toutes les démocraties, finalement même pas que occidentales, parce qu'en Tunisie, en 2019, c'était exactement le même format qui avait été repris, celui américain, c'est-à-dire que 2 journalistes modérateurs, on ne sait plus comment les appeler, et des candidats qui se font face avec un chapitrage très serré, avec un rythme. Enfin, c'est vraiment le format américain. Quoique là, pour le dernier débat Biden-Trump, il y avait une unique journaliste. Vous voyez, donc il y a quand même une petite variation, un petit changement. Mais c'est vrai qu'on est tous sur le même modèle. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas pour vous dans ce système, dans ce modèle ? Un peu tout. En fait, le saucissonnage des termes, pardon pour ce mot, mais il a au moins le mérite d'être clair. Toutes les 10 minutes, il fallait changer de thème. Non, mais toutes les 4 minutes, Thomas. C'était les 4 minutes sur l'immigration, 4 minutes sur le pouvoir d'achat, 4 minutes sur l'international. Mais enfin, ça donnait cette impression-là. C'est-à-dire que, en fait, ça donne une impression de rythme et de succession, d'empilement, finalement, de sujets qui sont pourtant fondamentaux. Et on a du mal à saisir le projet de chacun, la vision de la société. Or, une élection présidentielle, ce n'est pas un quiz. Une élection présidentielle, c'est un destin commun que l'on essaye de construire ensemble. Donc, il y a aussi ces journalistes. Alors, ils sont 2, on se demande à quoi ils servent. Ils servent, bien sûr, à minuter. Ils servent aussi à chapitrer, justement, à passer les plats. Mais pourquoi des journalistes ? Pour donner une idée ou une impression de profondeur, de sérieux, de garantie pour ce débat. Mais honnêtement, on pourrait s'en passer. Moi, je ferais carrément les 2 sans personne. Vous voyez, une sorte de vraie arène. Face à face sans journaliste.
journalistes. Ouais. Bon, ce serait un peu compliqué pour changer de thème, parce que qui déciderait de passer de l'éducation à l'écologie? Bref, et on sait qu'en plus, les candidats et leurs équipes imposent ces règles, ou en tout cas sont très très présentes pour les négocier. Et c'est peut-être là tout le problème, Thomas, et c'est peut-être même l'allégorie du journalisme aujourd'hui. Pourquoi se laisser imposer le format par le politique et non pas par le professionnel qui connaît quand même, je crois, son métier? Quand on voit la polémique qui a entouré, vous savez, les plans de coupe, alors qu'on dit des plans d'écoute, avec le réalisateur qui était complètement pressurisé parce qu'il ne faut pas trop en faire, ni rien, ni quand il se gratte le nez, ni quand il se lit les fiches, enfin, et on sait que dans le cas régie, le réalisateur est entouré, mais physiquement, des 2 réalisateurs conseils de chaque candidat qui, à chaque fois qu'il appuie sur un bouton, peut potentiellement lui dire quelque chose. Enfin, on se demande si ce débat présidentiel n'est pas tout simplement un pur exercice de communication politique. Oui, mais c'est aussi un rendez-vous démocratique important, donc c'est compliqué. Et je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut en changer la forme. Il y a un autre élément que je trouve vraiment intéressant dans votre réflexion, c'est le manque de vision. Alors, je ne sais pas si c'est la forme du débat qui l'empêche, mais moi, c'était une frustration d'hier soir. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous aussi? Oui, exactement. Moi, j'ai été frappé par l'absence de projection à moyen terme sur une vision de la France à 10 ans, à 20 ans. Alors, Emmanuel Macron a parlé un peu de son plan France 2030, mais ça c'est resté sur un aspect très marginal. Au fond, on a attendu quand même une vision qui n'est pas venue parce qu'on était beaucoup projet contre bilan, bilan contre projet. Et au fond, on n'a pas senti ni chez l'un ni chez l'autre une volonté de se projeter dans la génération d'après. Et ça, je pense qu'on peut le regretter. Et effectivement, je pense que la forme du débat joue beaucoup. Vous le regrettez aussi, Catherine Tricot, parce que moi, je n'ai pas tout à fait senti ça. Ouais. C'est-à-dire que sur la forme ou sur le manque de vision? Sur le caractère politique. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je pense, c'est qu'ils se sont un peu débattus l'un et l'autre pour essayer quand même, malgré ce chapitrage, pour essayer de réintroduire du sens et du fond. Et je pense que Marine Le Pen, particulièrement, a essayé de faire cela. D'ailleurs, elle est apparue comme assez faible sur les éléments techniques de dossier. Par contre, je ne l'ai trouvée pas mauvaise, moi, sur le caractère politique de son discours. Elle était approximative sur les dossiers, mais bien campée sur les orientations. Moi, je note, par exemple, sur l'écologie, elle ne s'est pas laissée strictement enfermée dans le débat pour ou contre les éoliennes. Elle a commencé en disant le problème du réchauffement climatique, c'est la mondialisation. Oui, on y reviendra à ça, parce que c'est un extrait qui vous a frappé. Moi, qui m'a frappé, parce qu'elle a réussi à donner du sens global à ce moment-là. On y reviendra dans un instant. Une question, Pierre Alatri, sur cette faible audience. Est-ce que ça laisse prévoir une forte abstention dimanche? Je pense que cette faible audience, elle s'explique parce qu'il y a quand même 2 éléments qu'il ne faut pas oublier, qui sont très importants, qui ont commencé déjà en 2017, mais qui se sont poursuivis. C'est qu'on a déjà une tripartisation de la vie politique, et donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus 2 blocs, mais 3, et donc forcément là, un des blocs était absent du débat, donc ça peut créer de la frustration et l'envie de ne pas regarder, parce que bon, finalement, on ne se sent pas tellement concerné. Et on peut rajouter le 4e bloc, c'est-à-dire les abstentionnistes du premier tour aussi. Il y a évidemment les abstentionnistes qui déjà ont tendance en plus à moins regarder, et ensuite l'autre chose qui est quand même importante, c'est que c'est un duel que les Français n'attendaient pas vraiment, n'avaient pas vraiment envie de revoir. Ce sont 2 candidats qui ne sont pas très appréciés. Alors les autres, je ne dis pas que les autres l'étaient, mais eux en tout cas ne le sont pas. Il y a énormément de critiques qui sont formulées à leur endroit, donc finalement ce ne sont pas 2 candidats qui créent énormément d'envie chez les Français, donc je pense que ça explique aussi pourquoi on a une audimat aussi. Et sur l'abstention, c'est quoi les chiffres qui ressortent là pour les abstentionnistes, ont été plus nombreux à ne pas regarder le débat. Oui, ça... L'abstention qui pourrait plutôt desservir Marine Le Pen si elle se confirme dimanche, Frédéric Potier? Moi, je pense que dans une démocratie, jusqu'au dernier jour, tout compte et tous les débats comptent et chaque voix compte. Mais oui, à l'évidence, je pense que Marine Le Pen doit engranger des votes positifs, là où Emmanuel Macron a quand même techniquement un peu d'avance. Donc, je pense aussi le fait de ne pas avoir de sondage extrêmement serré entre les deux a peut-être joué aussi sur l'audience de ce débat. Oui. Avec un petit bémol quand même sur les électeurs de la France Insoumise qui sont les plus nombreux. S'ils décident de s'abstenir, ça sera plutôt mauvais pour Emmanuel Macron. Oui, puisque pour l'instant, on a plutôt 40% selon les instituts des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui disent qu'ils voteraient Emmanuel Macron. On va jeter un coup d'œil à la perception avec Marion Vigreux de ce débat dans la presse européenne. Bonsoir Marion, et donc vous avez lu la presse de chez nos voisins pour nous.
Certains avaient prédit un débat au goût de tisane. Il n'en a rien été. Voici l'analyse du quotidien belge Le Soir qui évoque un débat à couteau tiré et un président à l'offensive qui a souvent mouché son adversaire. Globalement, tous les journaux étrangers en conviennent. Avantage au président sortant dans ce débat. Voile, rouble, retraite. Macron remporte le défi avec Le Pen. Titre la Stampa, le journal italien qui s'étonne justement du manque d'offensive de Marine Le Pen qui est restée, je cite, indécise et qui n'a pas convaincu, laissant une grande partie de l'initiative à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui avait tout à perdre ou à gagner, rappelle le quotidien The Guardian qui souligne les arguments solides du candidat, sa sérénité, son expérience même face à une Marine Le Pen très faible sur les questions techniques et mise en difficulté sur ses relations avec le pouvoir russe. Néanmoins, le journal britannique estime que la candidate du Rassemblement national était mieux préparée qu'en 2017, endossant enfin les habits de mère de la nation. D'ailleurs, l'attitude des candidats a aussi été scrutée par la presse étrangère. Le journal El País constate que Marine Le Pen a adouci son image, qu'elle apparaissait même plus bronzée, quand le journal italien Le Corriere della Sera évoque l'incapacité pour Emmanuel Macron d'effacer totalement cette image de jeune homme arrogant, impatient dans son fauteuil. Et en Allemagne, le ton est plus inquiet. Du début à la fin, Marine Le Pen a montré son vrai visage, titre l'hebdomadaire allemand Die Zeit, qui constate que la candidate déambule à la télévision comme si sa politique d'extrême droite était un projet comme un autre. Le journal de Francfort, Frankfurt Allgemeine, s'attarde lui longuement sur le ressentiment anti-allemand de la candidate Le Pen, elle qui a concentré ses premières attaques sur l'Allemagne dont elle ne veut plus soutenir, je cite, les erreurs idéologiques en matière de politique énergétique. Alors qu'à l'opposé, le candidat Macron a rappelé son attachement au couple franco-allemand. Et justement, le journal économique américain, le Wall Street Journal, souligne le contraste entre les deux programmes, avec un débat qui illustre à quel point la France est devenue un pays profondément divisé sur son identité nationale et sa place dans le monde. La conclusion revient au quotidien suisse Le Temps, je le cite, « Ni vainqueur ni vaincu, pas de dérapage, rien de nouveau par rapport aux engagements de campagne de France et au milieu, le gouffre qui sépare deux projets impossibles à réconcilier. » Merci Marion. Les France irréconciliables, ce sera l'un des thèmes de notre second débat. Tout à l'heure, autre élément, autre information de cette journée, c'est cette tribune publiée dans Le Monde. Les chefs de gouvernement de 3 pays européens, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal, donc Olaf Scholz, Pedro Sanchez et Antonio Costa, vous le voyez, qui mettent en garde sur les risques d'une victoire de Marine Le Pen et appellent à voter pour le candidat démocrate. Il ne cite ni Marine Le Pen ni Emmanuel Macron dans cette tribune, mais les termes sont clairs. C'est le choix entre un candidat démocrate qui croit que la France est plus forte dans une Union européenne puissante et autonome et une candidate d'extrême droite qui se range ouvertement du côté de ceux qui attaquent notre liberté et notre démocratie. C'était, Catherine Tricot, aussi l'un des enjeux du débat hier soir. Est-ce que, pour vous, sur l'Europe, Emmanuel Macron a réussi son coup? Il voulait quoi? Débusquer, en fait, la réalité du programme européen de Marine Le Pen? Oui, je crois. De ce point de vue, dans les termes du débat, je pense que Marine Le Pen est une candidate xénophobe et que c'est une candidate qui nationaliste et qui est absolument... d'ailleurs, elle l'a bien dit, elle est contre l'Union européenne, elle est pour l'Europe des nations et elle reconnaît chacun le droit d'être nationaliste et elle l'est pour nous tous. Donc, je crois qu'il a réussi à le mettre en évidence à plusieurs moments. La caractérisation de son projet comme xénophobe, nationaliste, populiste et raciste. Et à mon avis, sur plusieurs thèmes, ça s'est vu. Et ça s'est vu notamment sur la question européenne. Pierre Latry, une tribune comme celle-là, est-ce que ça peut peser même un tout petit peu sur une partie de l'opinion française? C'est-à-dire dans le match de crédibilité ou de présidentialité de l'une et de l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas que ça puisse peser. Ça va convaincre les électeurs d'Emmanuel Macron qu'ils vont faire le bon choix, peut-être, mais je pense que ça n'aura pas d'impact sur les abstentionnistes. Vous mentez sur la marchandise, c'est la formule qui a été utilisée par le président sortant pour caractériser Marine Le Pen à propos de l'Europe. Écoutez. Les valeurs de l'Europe et des règles du Conseil de l'Europe, jusqu'au marché de l'énergie dont vous proposez de sortir, jusqu'à Schengen sur laquelle vous n'êtes pas clair. Votre projet, quand on remet brique à brique les choses en place, c'est un projet qui ne dit pas son nom, mais qui consiste à faire sortir de l'Europe. Il y a un nom, il s'appelle l'Europe des nations.
Oui, mais enfin, si c'est plus l'Union européenne, vous sortez de l'Union européenne, Mme Le Pen. Non, mais pardon de vous le dire. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais enfin, c'est une copropriété. Donc à un moment donné, dans une copropriété, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, ça ne s'appelle plus la copropriété, ça s'appelle comme j'ai décidé, parce que je m'appelle Madame Le Pen. Eh bien, j'ai beaucoup plus d'ambition que vous. Mais Madame Le Pen, moi j'ai une ambition, je la porte, je le fais dans le respect des autres et j'ai fait avancer les choses. Mais je ne mens pas sur la marchandise. Vous mentez sur la marchandise. Frédéric Pottier, l'Europe, on le savait, vraie ligne de fracture entre les programmes de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, entre leurs électorats aussi. Finalement, Emmanuel Macron, il est dans une vraie cohérence quand il parle de ça. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Alors, est-ce que c'est aussi le cas de Marine Le Pen ? Alors, Emmanuel Macron est dans une vraie cohérence parce qu'il est pro-européen. Ouais. Et d'ailleurs, il est allé faire campagne dans l'entre-deux tours sur des zones historiquement très pro-européennes. La Bretagne, Strasbourg. Il assume cette construction commune de l'Europe avec cette image que moi je trouve bien trouvée, de la copropriété. Et je trouve qu'il a réussi à bien débusquer ce qui n'allait pas dans le programme de Marine Le Pen, qui est de dire finalement je veux une Europe à la carte, je garde une certaine politique, mais j'en choisis pas une autre. Et c'est là où on a vu une candidate quand même très très mal à l'aise. Certes, elle a asséné un certain nombre de choses, elle a asséné des concepts, l'Europe des nations, sans forcément donner du contenu à ces concepts. Et c'est ce que j'ai trouvé comme une grande limitation de son exposé. C'est là où je trouve qu'elle ne respecte pas les électeurs dont vous parliez tout à l'heure, puisque si ces électeurs sont anti-Europe, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, il peut y avoir une partie des Français qui sont pour sortir de l'Europe. Dans ces cas-là, elle devrait assumer son projet, parce que son projet, c'est vraiment un Frexit. L'Europe des nations, c'est impossible. Donc c'est bien d'avoir des idées, vous avez raison, Catherine, elle a des idées, des visions, mais ce ne sont que des clichés qui sont infaisables et irréalisables. Donc elle ne respecte pas les Français qui potentiellement veulent voter pour elle. Il faudrait dire la vérité. Et c'était l'entreprise d'Emmanuel Macron hier, c'était de démasquer et de montrer le pré-projet. Le problème, c'est que ça devrait être plutôt le travail d'un journaliste. Mais enfin, en tout cas, là, il s'était mis dans la peau de celui qui pose des questions. Dans une soirée de débat présidentiel, les journalistes, on ne leur assigne pas ce rôle. Voilà, ne peuvent pas poser de questions. Mais c'est vrai que là, il avait endossé carrément. À un moment, je me suis dit, mais les journalistes, où il posait les questions, il la mettait face à ses contradictions, parce que je trouve qu'il y a un non-respect de l'électorat de Marine Le Pen par la candidate du Rassemblement national. Catherine Tricot, alors on l'a vu dans le sujet de Flora Sauvage tout à l'heure, cet échange entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen à propos de l'écologie. Vous êtes climato-sceptique, et elle lui répond un peu après, quelques minutes plus tard, vous êtes climato-hypocrite. C'est un moment fort que vous avez retenu, mais peut-être plus au-delà de ça, la charge de Marine Le Pen contre la mondialisation, le libre-échange. Oui, moi, c'est dans la lignée de ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je note, c'est qu'elle a réussi quand même à se désenclaver de simples thèmes de la sécurité et de l'immigration. Elle a réussi à incorporer dans son discours, par exemple, la question de l'écologie sous un angle vraiment cohérent et d'extrême droite avec sa vision. C'est-à-dire, elle dit « je suis contre la mondialisation et je suis localiste ». Et donc, elle nous dit une réponse. Ce qu'elle dit n'est pas complètement faux. Quand elle dit 50% de notre production de CO2 est liée à nos échanges internationaux. Mais évidemment, si on produisait en France tout ce qu'on achète à l'étranger, on produirait quand même encore du CO2. Donc elle manipule un peu les idées. Est-ce qu'elle utilise ce thème pour dire on fait en France, on fait entre nous, on se remet entre nous, on ferme les frontières et elle retourne un petit peu la question écologique comme une question qui devient réactionnaire, conservatrice et refermée sur les... On ferait quand même l'économie du transport. C'est pas neutre dans le bilan, carbone. Mais moi, je pense que la critique, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que la critique de la mondialisation, moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand elle dit ça, d'abord, elle ose dire que c'est une question systémique. Donc, elle dit bien que la question d'écologie n'est pas qu'une question technique du nombre d'éoliennes. Donc, elle élève quand même le débat. Et je pense que ça résonne aussi auprès de grand nombre d'électeurs en faveur de l'écologie, que ce soit Yannick Jadot ou de Jean-Luc Mélenchon, qui contestent aussi cette mondialisation qui fait qu'on échange, qu'on fabrique là, puis là, puis là, puis là, enfin les chaînes de valeur qui font qu'un produit a un bilan carbone catastrophique, quoi. Alors justement, effectivement, c'est ce qui est intéressant, Pierre Latry, sur l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. On en a énormément parlé depuis le soir du premier tour, et c'était un enjeu fort de ce débat.
plus difficile, le défi était plus difficile pour Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron de se rapprocher des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il y a ce moment-là, il y a quoi, le moment sur les retraites où Marine Le Pen peut s'adresser aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, bien sûr, c'était sur cette question-là qu'elle était attendue peut-être par les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est une réforme d'Emmanuel Macron qui a quand même... qui fait beaucoup de bruit et qui déplaît beaucoup dans l'électorat de gauche, mais je pense qu'elle n'a pas réussi hier vraiment à s'adresser à cet électorat. Je n'ai pas trouvé qu'elle avait tellement tenté de le faire d'ailleurs en soi, et donc je pense que là-dessus, je ne sais pas si elle a fait son deuil de cet électorat-là, mais en tout cas, elle n'a pas pour moi réussi à le faire. Comment vous l'expliquez stratégiquement ? Parce que c'était trop compliqué de s'adresser directement à cet électorat-là sans perdre son électorat classique, traditionnel. Oui, c'est la difficulté pour elle, parce que Emmanuel Macron, lui, c'est plus simple, il mise sur le front républicain, donc il dit vous allez pas voter pour moi parce que vous m'appréciez particulièrement, mais parce qu'en face de moi c'est l'extrême droite. Pour Marine Le Pen, c'est beaucoup plus difficile parce que pour l'instant le seul vrai report de voix qu'elle a, c'est celui d'Éric Zemmour. Elle ne peut pas perdre non plus. On a quand même 20% des électeurs d'Éric Zemmour du premier tour qui n'iront pas voter pour elle au second tour, soit qui s'abstiendront, soit qui voteront pour Emmanuel Macron. Donc, elle n'a pas un report complet et elle ne doit pas perdre non plus cette base-là. Donc c'est assez difficile de jouer sur les deux tableaux. Un autre extrait que vous avez choisi, Frédéric Pottier, parmi les temps forts, il y a cet échange sur la laïcité, quand le président sortant dit à la candidate du Rassemblement national, lui propose de relire la Constitution. Le principe d'égalité fait que si vous rentrez dans cette logique, Madame Le Pen, vous interdirez tous les signes religieux dans l'espace public et pas simplement le foulard. Vous n'avez pas lu ma loi. Non, mais j'ai lu la Constitution française, vous m'excuserez de cela, et les lois que vous prendrez, même si vous étiez élu, ce que je ne souhaite pas évidemment, elles devront respecter une Constitution. Bon. Et donc notre Constitution, nos textes fondamentaux, c'est cela, c'est la laïcité. La laïcité, c'est un principe de liberté. Et donc, à l'école, il n'y a pas de voile. Parce qu'on forme des consciences. Il n'y a aucun signe religieux, d'ailleurs. Pourquoi vous souhaitiez revoir cette séquence, Frédéric Pottier ? Qu'est-ce qui vous frappe ? Alors j'ai trouvé que le président de la République s'affichait vraiment comme le défenseur de l'état de droit, le défenseur des institutions, alors même que Marine Le Pen défendait une idée, pour le coup, très d'extrême droite, qui était de dire je vais interdire un signe religieux, mais je vais surtout interdire le voile. Et en faisant ça, évidemment, elle stigmatisait une certaine population. Et là, elle n'a pas du tout cherché à attirer un électorat de gauche à elle. Et j'ai trouvé que la partie de ping-pong était plutôt réussie parce que Emmanuel Macron a, là encore, mis le doigt sur la vraie difficulté de la proposition de Marine Le Pen, qui, au fond, était de discriminer les Français selon leur apparence. Oui, alors là aussi, on a beaucoup parlé de la stratégie qui consistait à débusquer ou à clarifier un certain nombre de choses. Catherine Tricot, on sortait d'une semaine un peu floue sur cette question du voile ou du foulard de la part de Marine Le Pen. Oui, je pense que c'est ce qu'on vient de dire. Elle ne peut pas perdre son électorat. Donc là, elle est revenue sur des fondamentaux. Mais moi, je note que quand même, elle a donné, elle insiste pour dire ce n'est pas contre les musulmans. Et en ce sens, elle se distingue d'Éric Zemmour. Oui, mais la scène, c'est ça le problème, qu'elle a scène. Et l'autre chose, si vous avez vu hier dans Le Monde également, est sortie une tribune des anciens ministres des droits des femmes qui ont dit Marine Le Pen n'est pas le défenseur des droits des femmes et n'est pas féministe. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de le noter. Il y a besoin de le réaffirmer parce que c'est une stratégie de toute l'extrême droite en Europe, c'est-à-dire qui attaque l'islam au nom des droits des femmes, au nom des droits des homosexuels, au nom de la liberté qui serait mise en cause par les musulmans en Europe. Et donc, c'est sur ce terrain-là qu'elle essaye de forcer la porte. Et je ne crois pas qu'elle ait réussi hier soir. Je pense que Emmanuel Macron l'a bien bloqué sur ce terrain-là. Mais c'était quand même sa stratégie. Et donc, elle se démarque de Zemmour et elle continue sa stratégie pour faire rentrer ses idées sans les prendre, sans prendre frontalement. Mais là, elle bloque l'accès à tous les électeurs potentiels de Jean-Luc Mélenchon. Parce que ça, c'est vraiment le point de clivage. C'est-à-dire que quand on vote Jean-Luc Mélenchon, qui a lui vraiment une stratégie quasiment clientéliste vis-à-vis des musulmans ou des populations immigrées, elle est complètement à contre-courant. Et donc, là, c'est pas possible. La passerelle, elle est plus possible sur cette question-là. C'est certain. C'est certain que Jean-Luc Mélenchon s'est quand même identifié avec le débat contre Zemmour au départ. Je crois que ça a été quand même
un événement marquant de la campagne de premier tour. Dans toutes les banlieues. Oui, et d'une façon générale, c'est-à-dire que l'islamophobie, quand même très très mal perçue dans la jeunesse, pas simplement dans les banlieues, dans les grandes villes, c'est quelque chose qui ne passe pas, quoi. Pierre Latry, on a dit globalement dans ce débat que chacun s'était adressé à son électorat. Cette séquence, c'est un peu, elle place un peu de bémol, quoi. Elle rend l'analyse un peu plus subtile parce que Emmanuel Macron, il s'adresse aussi à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là. Oui, là, il rejoue le Front républicain. Moi, je suis assez d'accord. Je pense que c'est quelque chose qui va être difficile à assumer pour elle parce que vis-à-vis de l'électorat de gauche, c'est quand même une mesure qui paraît très brutale. C'est pas juste une histoire de restriction d'immigration, c'est vraiment... là, on est dans quelque chose qui peut paraître assez brutal. Et Emmanuel Macron, évidemment, met ça en avant pour dire, voilà, moi, encore une fois, je suis peut-être pas le président dont vous rêviez, mais en attendant, avec moi, il n'y aura pas d'interdiction du voile, il n'y aura pas de restriction. Oui, et puis effectivement, oui, alors il y a pas de guerre civile. Oui, alors là, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, on va en reparler après, mais on peut l'évoquer. Ce passage-là est aussi un passage, un moment important du débat. Oui, parce que là, elle a cherché à dire que je suis la candidate de la Concorde. Vous avez divisé les Français, et là, il lui dit non, vous allez faire la guerre civile si vous allez au bout de cette mesure. Elle disait qu'elle voulait recoudre la France. Oui, c'est ça. C'était punchline sur punchline. Allez, il nous reste 2-3 minutes. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous ont manqué? Est-ce que, parce que ça a été vaste, hein, ça a duré 2h50, donc on va peut-être pas souhaiter que ça dure 3h30 la prochaine fois, mais Laetitia Crupin, est-ce qu'il y a malgré tout des thèmes que vous avez regretté de ne pas voir abordés? Certainement. Beaucoup, là, il me vient tout de suite, c'est l'égalité femmes-hommes, parce que c'était un des grands chantiers, même la priorité du quinquennat d'Emmanuel Macron, et qu'on n'y est pas encore. Enfin, je veux dire, ça semble complètement aberrant d'avoir encore une disparité salariale. Je ne sais pas sur quels critères, il faudra un jour m'expliquer. Mais voilà, je trouve que ça, c'est complètement... Et c'est aussi un positionnement nouveau de Marine Le Pen, qui, pendant cette campagne, a tenté de se poser en féministe. Et alors, c'était vraiment... Mais alors, c'était révolutionnaire dans la bouche de Marine Le Pen. Donc, j'aurais bien aimé l'entendre défendre la cause des femmes et notamment des familles monoparentales parce qu'elle s'est fait aussi comme ça la défenseuse, je ne sais pas si ça se dit, le défenseur de cette cause et puis c'est passé alors que ça c'est très concernant, c'est du quotidien, voilà, c'est du concret. Un thème qui vous a manqué, Frédéric Potier, ou pas d'ailleurs? Je crois que beaucoup de sujets ont été effleurés comme ça et certains n'ont pas été approfondis comme ils l'auraient dû être. Simplement, peut-être les sujets de territoire, de décentralisation, c'est un sujet qui n'a pas été trop abordé. Oui, d'ailleurs, c'est assez flou parce qu'Emmanuel Macron dit plusieurs fois qu'il va un peu changer le système de gouvernance en disant pour l'éducation, la santé, il y aura de grands principes édictés au niveau national et puis ensuite, mais on ne comprend pas bien comment ça pourrait se mettre en place. Quoi. C'est pour ça que c'est pas un débat qu'il aurait fallu avoir, mais peut-être 2-3 d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'il faut complètement chambouler le format là. Oui, comme aux États-Unis. Oui. Voilà, et peut-être la question des discriminations aussi qui a été à peine effleurée, alors que je pense que c'est un sujet extrêmement important, notamment chez les jeunes, mais pas seulement. Et l'hôpital, j'ai oublié. Ça a été évoqué, l'hôpital. Oui, mais pas vraiment sur les solutions après 2 ans de Covid, sur la restructuration qui est absolument nécessaire de l'hôpital. On n'a toujours pas compris. C'est pas juste augmenter les salaires, parce que il faut restructurer, ripolliner, pour reprendre un mot d'Emmanuel Macron. Et là, pour l'instant, les mesures, elles sont vagues. Bon, et on n'a pas parlé de Gérard Majax, parce qu'on avait décidé de ne pas en parler. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Frédéric Potier, Pierre Manens France, La foi démocratique, livre publié aux éditions Bouquin. Et puis Catherine Tricot, on va revoir la couverture de la revue Regard. Jean-Luc Mélenchon à la une, la gauche, c'est lui.